On continue les amis, on continue avec Pierre Cesarini qui est avec nous. Bonjour Pierre Cesarini, fondateur de Claranova. Alors vous allez nous raconter Claranova, mais j'ai dit plateforme techno made in France. Vous êtes là, on vient de discuter donc autour de la guerre mondiale des ondes tous les jours. Tiens, je crois qu'aujourd'hui c'est encore procès Apple, etc. Les GAFA. Vous allez me raconter, vous faites 400 millions d'euros de chiffre d'affaires vous aujourd'hui Pierre, l'année dernière. Ce sera un peu plus cette année. Ça va être 600 cette année, c'est ça? Non, pas tout à fait. Pas tout à fait, mais plus. Vous vous sentez quelque part pris en étau, pris en otage par l'ensemble de ces masses mondiales que l'on décrit? On ne peut pas raisonner comme ça. Alors, vas-y. Pour la petite histoire, moi j'ai bossé 10 ans chez Apple aux États-Unis. Donc je viens de ce monde-là. J'étais, je pense, le premier développeur Apple en France dans les années 80. À l'époque où Apple, c'était le camp du bien. Avant que ça devienne comme aujourd'hui le camp du mal. Ça n'a pas changé en fait depuis. Mais moi, les gens le comprennent pas. En fait, fondamentalement, c'est ce que c'est. Vous devez faire avec. Donc quand vous créez une entreprise, il faut savoir que vous allez avoir les GAFA à côté et qu'il faut d'une façon ou d'une autre travailler avec eux. Et la différence, donc moi j'ai commencé la technologie dans les années 70-80, ce que les gens, c'est pas le camp du mal, le camp du bien, ce que les gens ont du mal à comprendre, donc moi j'ai grandi dans la Silicon Valley pendant 10 ans, en fait ce qui est très particulier dans ces discussions, que ce soit les GAFA ou les BAT, c'est l'équivalent chinois, c'est que ces gens-là, aujourd'hui, aspirent l'essentiel de l'intelligence du monde. Et c'est même pas une situation de monopole. Et ce qu'on ne comprend pas, dans les années 80-90, la plupart des gens comme moi étaient prêts à lancer parce qu'ils voulaient créer leur entreprise, parce qu'ils voulaient changer le monde, parce que tout ce que vous voulez gagner de l'argent. Et quelque part, c'était intéressant. On était prêts à manger les pâtes pendant 5, pendant 10 ans pour faire ça. Aujourd'hui, un stagiaire qui rentre chez Google, il est payé 110 000 $. Quand il sort de l'école à 18 ans, il a des stocks qui peuvent valoir des millions quelques années après. Et en fait, vous vous posez 2 fois la question. Et donc ce monde-là a radicalement changé depuis les années, on va dire, 2010. Ça veut dire quoi, Pierre? Ça veut dire que, alors 2 choses, ça veut dire, 1, c'est pas bon pour l'innovation? Non. C'est-à-dire que ces gens-là ne peuvent plus... Enfin, ils vont prendre toute l'innovation, je dirais, technologique, ce qu'on appelle la deep tech au général. Donc aujourd'hui, quand vous sortez... Moi, j'ai plein... Enfin, un de mes meilleurs amis était premier à Normal Sup, l'un des grands spécialistes en intelligence artificielle. Il travaille pour Microsoft à Montréal. Il n'est plus en France. Ouais. Et donc, ces gens-là, aujourd'hui, vont travailler pour Microsoft, pour Apple, pour Google, pour Facebook. Et ça veut dire que pour Claranova, pour toi, Pierre Cesarini, c'est encore plus compliqué de les recruter. On ne peut pas les recruter. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ces gens-là sont plus inéligibles. Donc, il faut juste accepter ça et trouver autre chose. Donc, on peut trouver... mais la beauté de la technologie en général, c'est que... mais c'est quoi? Il faut que tu ailles chercher... Parce qu'il faut que tu ailles chercher des gars pour développer Planet Art, AdvanQuest et My Devices dont on va parler. Non, parce que tu peux avoir des innovations qui sont liées à un modèle économique. On va prendre l'exemple de Planet Art. Alors, il faut raconter ce que c'est Planet Art, donc, très rapidement. Claranova, groupe qui a en gros 5 ans d'existence, sur lequel, post-AdvanQuest, on a levé une vingtaine de millions d'euros. Et en 5 ans, on est passé de 0 à quasiment 500 millions. Vous avez fédéré, agrégé 3 gros éditeurs de logiciels, on peut dire ça comme ça? Non, pas du tout. On a redémarré à 0. Ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, Claranova n'a plus rien à voir avec ce qu'était AdvanQuest. Il n'y a plus de chiffre d'affaires qui vient d'AdvanQuest, il n'y a plus d'idées qui viennent d'AdvanQuest. Donc aujourd'hui... Mais il y a la marque toujours. On a gardé en termes de SEO le nom d'AdvanQuest sur la partie éditeur de logiciels, mais AdvanQuest, aujourd'hui, les logiciels que l'on vend n'ont plus rien à voir avec ce que faisait AdvanQuest. D'accord. Et on ne revient pas sur le passé, ce qu'a fait Bruno était très bien. Bruno Vandrib. Voilà, c'est un autre monde. L'intérêt, et c'est un concept qui existe assez peu en France. Donc aujourd'hui, aux États-Unis, la notion de retournement, de restructuration est quelque chose d'intéressant qui se fait. Il y a des créations, il y a des retournements. J'ai connu dans les fin des années 90, Apple n'allait vraiment pas très bien. Donc on a tendance à l'oublier aujourd'hui, mais c'est pas en dépôt de bilan, mais ça vendait des cubes beiges pas très intéressants avant que Steve revienne. Donc toutes les entreprises ont des cycles. D'accord. Donc AdvanQuest, c'était dans un cycle bas. Non, mais sortons d'AdvanQuest, etc. Racontez-moi l'aventure Claranova. Racontez-moi comment vous arrivez à développer, justement, après tout ce que vous venez de m'expliquer, passionnant, sur la fuite des cerveaux, on va dire ça comme ça, et la fuite des talents. Comment est-ce que vous arrivez à développer une plateforme techno made in France? Alors, aujourd'hui, Claranova, c'est 3 sociétés hétérogènes. Et en fait, on couvre l'ensemble de la problématique de la technologie, finalement, depuis 30 ans. On fait du logiciel. D'accord. On fait des applications mobiles et on fait de l'IoT, une plateforme IoT. 3 sociétés indépendantes. Objet connecté IoT, je le traduis. Donc on est sur les 3 grands domaines de la technologie.
Depuis 30 ans, vous avez des logiciels. La grande révolution demain sera l'Internet des objets. Ce n'est pas encore là, c'est en train d'arriver. Et donc aujourd'hui, on a décidé, et c'était un choix un peu particulier, mais de couvrir l'ensemble de cette problématique. Et en fait, donc, au sein de la partie logicielle, on a un peu capitalisé sur une certaine compétence, sur une partie des équipes. Mais vous prenez Planet Art. Quand vous dites, Julie, acteur global de l'e-commerce personnalisé. Voilà, donc on est parti d'une idée. Pierre, j'y ai passé 1 heure sur votre site, j'ai pas compris. Donc, on fait quelque chose de Je suis sûr que tu peux simple. faire un pitch en 5 minutes, ouais, même 2 minutes. Voilà, on est suffisamment âgé pour savoir que dans les années 80-90, quand on prenait des photos, on allait chez le marchand, on donnait la pellicule, ça nous coûtait 50 francs, Okay. On avait 25 photos qui ne marchaient pas. Paradoxalement, ce qui s'est passé depuis que Apple a inventé l'iPhone, depuis que les smartphones existent, on a arrêté d'imprimer nos photos. On n'imprime plus nos photos. On a vaguement une imprimante, mais ça ne marche pas. On a une idée d'une simplicité absolument abyssale qui était de dire on va redonner aux gens la possibilité de simplement commander leurs photos. Aujourd'hui, il y a à peu près 3 milliards de photos qui sont prises tous les jours. Donc tous les jours, à peu près 3 milliards de photos sont prises. 3 à 4 milliards, on peut en discuter. C'est à peu près, ça vous donne à peu près un ordre de grandeur. L'exadéluge, disait Didier Lombard. Aujourd'hui, l'ensemble de ces photos, ça va où? Ça va sur les réseaux sociaux, ça va sur... c'est envoyé par mail. Mais comme je dis toujours, ma mère, chère femme au fin fond de la Corse, du côté de Chervionne, elle n'est pas sur Snapchat, elle n'est pas sur Facebook. Tout ce qu'elle veut, c'est une photo des petits-enfants qu'elle puisse mettre sur son frigidaire. Et ça, paradoxalement, depuis les années 2000, on a arrêté de le faire. Donc on a une idée simple, et c'est souvent ça qui est intéressant, c'est pour ça qu'on ne s'est pas battu dans la deep tech. On a fait une application mobile qui permet aux gens de commander des photos. Imprimée donc celle-là. Imprimée, voilà. Physiquement chez soi. On l'a fait, alors on a été les premiers au monde à disrupter le monde de l'impression avec un modèle mobile intermédiaire. C'est-à-dire qu'on a fait dans l'impression de photos en l'occurrence ce qu'a fait Uber dans les transports. C'est-à-dire on va chercher les clients et on a les prestataires. Et l'idée était tellement, ça paraît simple dit comme ça, mais l'idée était tellement puissante. En 5 ans, on a imprimé quand même 3 milliards de photos. C'est un business qui l'année dernière faisait 300 millions d'euros. En parlant d'une idée... L'impression photo, qui paye l'impression photo? Donc aujourd'hui, c'est la solution au monde la moins chère pour commander vos photos. Voilà. Ça s'appelle Free Prints parce qu'on vous offre 1000 photos, mais quelque part vous payez les frais de port, mais ça paye un peu le reste. Mais fondamentalement, ouais, c'est la solution la moins chère au monde en 3 clics pour commander les photos. Donc là encore, je vais me promener avec les enfants dans la forêt, je prends des photos, je rentre chez moi, en 3 minutes j'ouvre, j'essaie de 3 photos. Mais pourquoi e-commerce personnalisé? Donc ça, c'était ce qu'on a créé il y a 5 ans. Aujourd'hui, on a eu tellement de succès dans la photo, donc on a commencé par les photos, après on a fait des livres photos, après on a fait des cadres, après on a fait des cartes de vœux. Et aujourd'hui, on a développé un écosystème à travers des prestataires en circuit court, sur lequel on a tellement de volume, on est capable d'avoir des prix intéressants. Et la nouvelle vision qu'on est en train de développer autour de ce qu'on appelle la mass customization ou l'e-commerce personnalisé, c'est de dire que, en fait, e-commerce, c'est quoi? C'est des solutions, des produits qui sont faits en Chine, le plus souvent millions d'exemplaires, qu'on met sur un bateau, qu'on envoie à travers le canal de Suez et qui arrive chez vous quelques jours après. Et vous avez le meilleur coût possible, fondamentalement, que vous achetez sur Amazon. Ce qu'on développe à côté, c'est un nouveau concept qui va permettre de pouvoir commander des objets qui sont similaires, mais qui auront la spécificité d'être à votre image. Donc une photo, un livre photo, par définition, c'est vos images. Mais aujourd'hui, on a racheté des sociétés qui font des mugs, qui font des t-shirts, mais ça peut être des fournitures, ça peut être un certain nombre de choses. Donc tout ce que vous avez aujourd'hui chez vous, finalement, vous avez peut-être un jour envie d'avoir quelque chose de personnalisé. Aujourd'hui, on est dans un monde où les gens n'ont plus envie d'avoir le même fauteuil Ikea, le même tableau. Et donc notre idée, parce qu'on est passé... C'est de mettre ma tronche sur le fauteuil Ikea. Non, c'est pas mettre votre tronche, mais peut-être d'avoir votre tissu qui correspond... à votre tapis, qui correspond éventuellement d'avoir un tableau qui correspond exactement dans la dimension à votre pièce. Et donc l'idée, c'est vraiment, et toujours basé sur des circuits courts, sur des partenaires, on a quelques milliers de prestataires aujourd'hui à travers le monde, qui sont capables de développer, d'imprimer localement ou de construire localement. Mais par exemple, demain, un canapé, vous pouvez vous avoir envie qu'il soit un peu plus haut, un peu plus bas, qu'il soit un peu plus large, un peu plus haut. Et on s'appuie aussi sur la capacité à pouvoir customiser assez facilement toute une série d'objets. Et en fait, l'idée, si vous voulez, elle est là. Donc, de cette idée simple sur le photo, qui a été un beau business qu'on a développé, on a cette vision un peu plus large qui, demain, pourra toucher n'importe quel type d'objet. Ça veut dire quoi, alors, Pierre? Ça veut dire que pour exister dans la tech, en fait,
il faut trouver comme ça, il faut être malin finalement, c'est un peu ça l'idée. Il faut trouver des niches, il y a partout des petites portes d'entrée qui ne sont pas préemptées par les géants. Il faut comprendre, dont on nous dit qu'ils contrôlent tout. le modèle économique qui existe. Donc quand vous voyez Uber, ça ne sert à rien d'aller faire la même chose. Mais fondamentalement, vous prenez pourquoi Uber existe, parce que votre téléphone est un GPS. Quelle est la principale raison pour laquelle les gens achètent un téléphone aujourd'hui ? Pas pour téléphoner, pour prendre des photos. Ah oui, c'est vrai. Aujourd'hui, l'argument numérique par jour. Et ça va en grandissant. Mais aujourd'hui, l'argument de vente, regardez les pubs à la télé. C'est vrai, vous avez raison. L'argument de vente, c'est quoi ? C'est le meilleur appareil photo. Ouais. Et donc, et bien sûr, qui est soutenu par les réseaux sociaux, par le développement d'ensemble de ces types de solutions. Et donc aujourd'hui, on achète fondamentalement, avant tout, votre téléphone, Huawei ou Apple, pour la qualité de l'appareil photo. Et c'est là où les gens se battent. Et donc c'est un vrai sujet. Et votre téléphone est un GPS, donc vous pouvez appeler un taxi, mais c'est un appareil photo et vous prenez beaucoup de photos. Mais finalement, cette dimension un peu physique n'existait plus. On l'a remis au goût du jour. C'est une idée qui paraît simple, mais quand il y a 5 ans, on a dit on va faire des photos pas chères, plus ou moins gratuites, les gens rigolaient. Aujourd'hui, il n'y a pas une société française qui est passé de 0 à 400 millions avec 20 millions d'investissements. Allez, il nous reste 3 minutes. Un mot, par exemple, sur My Devices. C'est Donc, My Devices... Mais vraiment rapidement. Enfin, juste peut-être pour aller dans cette idée, Pierre, pour conclure, typiquement, sur les objets de niche que vous avez trouvé. Sur les objets connectés, vous avez des dizaines de milliards d'investissements qui existent aujourd'hui à travers le monde. Et en gros, dans les objets connectés, vous avez des gens qui font des composants, ou les objets connectés en eux-mêmes. Ouais. Vous avez les gens qui font les réseaux. Ouais. La spécificité de l'IoT tient ce sont de nouveaux réseaux qui font des choses différentes de la 4G, de la 5G. D'accord ? Et ces gens-là aujourd'hui, ça s'appelle Intel, ça s'appelle Huawei, ça s'appelle Sprint, ça s'appelle investissent des milliards de dollars. Nous, on a levé 20 millions, on ne peut pas jouer là-dessus. Par contre, ce qu'on en fait, on a développé ce qu'on appelle une plateforme, on appelait ça un operating system il y a quelques années, mais votre information qui est émise à travers un réseau par objet connecté, il faut bien qu'elle arrive quelque part. Ouais. Et donc nous, on a créé l'operating system des objets connectés avec une différenciation d'avoir fait vraiment un operating system au sens où on a la seule solution au monde qui a été plébiscitée par Microsoft, par Sprint, par T-Mobile, qui vous permet de connecter n'importe quel objet. Sans rentrer trop dans les détails, aujourd'hui, des gens comme Marriott nous choisissent parce qu'on est capable d'adresser toute la problématique que vous avez dans un hôtel, la gestion du chaud, du froid, de la présence, le suivi des personnes. Oui, alors ça, c'est un autre aspect intéressant de votre stratégie. C'est que, par exemple, Marriott, aujourd'hui, vous avez justement des GAFA qui font ces operating systems pour mais aucun d'entre eux, aujourd'hui, ne fait un operating system pour l'IoT. Oui, et puis peut-être que Marriott, il n'a pas envie non plus de confier l'ensemble de l'ouverture de ses portes à Google ou à Amazon. Et effectivement, donc aujourd'hui, typiquement les montres connectées, on n'a pas forcément envie que ça soit loqué chez Google, sur Apple. Donc il y a un sujet, mais après, ils vont y venir, ils travailleront avec nous. Aujourd'hui, les GAFA sont plus aujourd'hui sur la problématique storage, cloud. Oui. Donc aujourd'hui, vous avez une version d'Azure pour l'IoT, vous avez une version de Google IoT. Ils ne sont pas encore arrivés, paradoxalement, sur l'operating system. Donc nous, cette vision-là, on l'a commencé à développer depuis 4 ans. Quand je parle à Alexa et que je lui demande d'éteindre ou d'allumer, ou d'éteindre la lumière... Il ne faut pas confondre. Ce qu'on appelle l'IoT, ce n'est pas qu'un objet connecté. C'est un objet qui passe à travers un réseau IoT. Et qui envoie des informations. La spécificité de l'IoT, en fait, c'est 2 choses. C'est à la fois un objet qui est autonome et indépendant pendant 10 ans. L'IoT, c'est pas votre système Alexa branché sur du courant en Wi-Fi chez vous. C'est un capteur d'humidité dans un jardin agricole de 20 hectares qui, par définition, n'est pas alimenté. Et la spécificité du réseau IoT, c'est qu'il écoute. Les réseaux mobiles, aujourd'hui, le fil a été dématérialisé, mais il est toujours connecté à votre téléphone. Un réseau IoT va écouter l'information. Donc, du coup, vous mettez une pile de 3 volts, de 9 volts dans un objet IoT, il dure 10 ans. Pourquoi ? Parce qu'il va envoyer un octet par jour. Et donc, c'est cette idée assez simple, mais qui est complexe d'implémentation, qui change cette dynamique-là. Et donc, si vous voulez, en termes de réflexion, on va où on peut jouer. Et donc, on a fait une plateforme qui permet de remonter l'information. Bon, et vous pouvez jouer, et voilà, c'est ça la conclusion. C'est qu'il y a de la place, voilà. Exactement. Et la technologie, la beauté de la technologie, c'est que vous avez toujours de la place où vous pouvez jouer. C'est ça qui est intéressant dans ce monde-là. Pierre Cesarini, donc le fondateur de Claranova, était notre invité sur Bismart.